Bien le bonjour, chers parents. Aujourd'hui, on va parler de l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école. Et on va voir si les beaux discours de Jean-Michel Blanquer se vérifient dans le monde réel. Tout le sujet de l'école inclusive qui a beaucoup évolué depuis 4 ans, que nous avons voulu illustrer, regarder tout ce qui a progressé et puis aussi regarder évidemment tout ce qui doit encore progresser. Cette majorité est la majorité qui a fait le plus pour la scolarisation des élèves en situation de handicap et de très loin sur un tel sujet qui est tellement important et que d'ailleurs le président de la République avait positionné comme étant sa priorité. Nous avons parlé depuis la loi pour l'école de la confiance d'un véritable service public de l'école inclusive. Alors, réponse courte, non. Comme d'habitude. Partout en France, les retours de terrain ne sont pas aussi enthousiastes, et c'est pas peu dire. Que ce soit par les associations de famille, par les profs, ou par les AESH. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accompagnants d'élèves en situation de handicap. Comme leur nom l'indique, ils aident les élèves en classe à suivre les cours. On assiste les enfants, on accompagne les enfants, on aide dans les travaux, dans les activités qui sont dirigées et sous la responsabilité de l'enseignant. Enfin, en principe, parce que là, moi j'ai le mien de petits retours d'expérience. On a au lycée une classe d'UPE2A qui accueille des élèves étrangers arrivant en France. Je les ai quasiment tous les ans et l'an dernier, on m'annonce qu'il y a un élève portugais aveugle. Alors déjà, c'est un peu technique les cours pour les élèves étrangers qui parlent pas français, mais là, ça j'avais jamais eu. Je me dis, punaise, je sais pas comment je vais m'en sortir. Heureusement que grâce à ce scintillant ministre de l'Éducation nationale, que nous avons la chance d'avoir, cet élève handicapé pourra compter sur une AESH. Sauf qu'il n'y a pas eu d'AESH de toute l'année. Ni même le moindre début de matériel adapté. Je ne pouvais compter que sur la débrouille à essayer de bricoler des maquettes, ou sur la gentillesse des autres élèves, et sur la maturité incroyable de l'élève en question. Malgré ça, vous vous doutez bien que parfois, je pouvais pas lui faire court. Il restait là, à rien pouvoir faire, à rien comprendre, à pas pouvoir suivre du tout, et c'était horrible. Un sentiment d'impuissance incroyable, impression de maltraiter, de mal faire mon travail. J'ai pas beaucoup apprécié ce passage. Ça fait d'ailleurs partie des 3 ou 4 événements qui m'ont poussé à documenter la catastrophe qu'a été le passage de Monsieur Blanquer au ministère. Cette année, heureusement pour l'élève, ça s'est un peu arrangé, mais ça a mis du temps. On est loin de ce qui avait été annoncé et de la com mensongère qu'on reçoit par mail. Et pour démolir ce bullshit, outre les syndicats et l'opposition politique, j'ai découvert qu'il y avait pas mal d'AESH sur YouTube qui font le taf. Ça m'a appris par exemple que les 60 heures de formation qu'ils se vendent avoir créées pour eux. Tous ces progrès s'accompagnent d'une progression de la formation des AESH, 60 heures par an. En fait, elles existaient déjà, mais sous un autre nom. C'est pas de son fait. Ils laissent aussi croire que c'est par an, alors que c'est juste la première année. Bon, je vous ai mis des liens dans la description. Cela dit, on va pas se refuser le plaisir de passer quelques extraits. Nous en avons créé plus de 10 000 et nous avons déjà programmé dans le prochain PLF 12 000 créations. Donc, soi-disant qu'il y en aurait été créé plus de 10 000 cette année, en 2018, et que pour 2019, il va en créer 12 000. Là aussi, il s'attribue quelque chose qui a été fait par le gouvernement précédent, à savoir, en 2016, il avait été prévu que sur 5 ans, il y aurait la création de 32 000 postes. Chaque année, il y a 6 400 postes qui sont créés pendant 5 ans, qu'ils le veuillent ou non. Sauf que là, dans les 10 000 qu'il annonce, pour cette année, il est 12 000 qui annoncent pour l'an prochain, il rajoute les 6 400 qui sont déjà faits. Donc c'est mensonger, encore une fois. Ils gonflent les chiffres pour s'attribuer leur mérite. En réel, cette année, il n'y a eu sur l'ensemble du territoire que 3800 emplois qui ont été créés. Et ces 3800 emplois ont été principalement financés par les baisses des contrats aidés. Il n'y a pas eu de création de postes. Il y a eu une suppression de contrats aidés qui a permis de financer un nombre de contrats non aidés, contrats robustes, sauf que le pool complet a quasiment pas bougé. On est passé de 78 000 postes en 2016, tout confondu, à 80 000. Du coup, le père Blanquer, là, quand il nous sort ça à la télé... Jamais autant n'a été fait sur ce sujet que depuis 2017. Je rappelle que c'était autour de 70 000 contrats aidés qu'il y avait en 2017.
Nous sommes maintenant à 125 000 personnes qui ont des contrats à durée déterminée, parfois même des CDI. Il oublie de préciser que c'est pas grâce à lui. Mais le pire, c'est que dans ces années, le nombre d'élèves en inclusion augmentait plus que le nombre d'accompagnants. Du coup, on estime que 15 000 enfants n'étaient pas accompagnés. Mais ça n'empêche pas de se vanter. Du coup, si on fouille pas, vous pourriez être tenté de croire que les besoins sont satisfaits, alors que pas du tout, puisqu'on a du mal à recruter puis à garder des AESH. Vous voyez, dans ces départements, les démissions se comptent par centaines, et à Paris, il en manquerait 300. Et pourquoi a-t-on du mal à trouver des gens pour faire ce beau métier? Alors globalement, en une phrase, parce que c'est payé comme de la merde, dans des contrats précaires, et qu'ils n'ont pas les moyens de bien faire leur travail. Voilà la réalité, mais ce sont eux qui en parlent le mieux. Seulement, c'est toujours pareil, on ne veut pas embaucher. Et même quand ils veulent embaucher, ils n'y arrivent pas, parce que de toute façon, notre salaire n'est pas attractif. Nos contrats ne sont pas attractifs. Donnez-nous les moyens de bien faire les choses. On a des contrats de 24 heures, et tu donnes des heures perso, énormément d'heures perso en fait. Moi, si je compte le nombre d'heures de travail en plus par semaine, je suis pas à 24 heures. J'aimerais bien être à 24 heures, mais je suis plus à 35 heures en fait, et mon salaire il suit pas. C'est pour ça aussi que je parlais de salaire tout à l'heure. Tu te dis, mais attends, 35 heures pour 700 €, qui accepte ça quoi? Qui accepte ça? C'est honteux, c'est honteux. Parce que oui, nous, enseignants, notre travail ne se limite absolument pas aux heures de classe. Eux, c'est pareil, sauf que c'est extrêmement mal pris en compte. On considère que ça représente 5 semaines sur l'année, alors que c'est beaucoup plus. Mais encore, avant, si j'ai bien compris, on comptait que 3 semaines. Alors déjà, 1 200 € de SMIC pour 24 heures de présence avec l'élève, plus tout le taf que ça représente à côté, ce serait abusé. Mais alors 900 €, c'est sous le seuil de pauvreté carrément. Elles sont obligées d'avoir un deuxième, voire un troisième boulot. Alors je dis elles parce que c'est souvent des femmes là qui sont précarisées. Je fais 24 heures en présence élève et je gagne même pas 800 € par mois. 21 heures et je touche à peu près 700 et quelques. Voilà. 24 heures pour 700 € par mois. Vous croyez qu'on peut faire nourrir notre famille avec ça? Moi je ramène 762 € chaque mois à la maison et ça n'est donc plus possible. Moi ça fait 8 ans que je fais ça et cette année, au mois de juin, je vais arrêter de faire ce que je fais. C'est un travail c'est un vrai métier que je fais bien et que j'aime faire, sauf que financièrement je m'en sors plus et que je vais être obligée d'arrêter à cause de ça, et ça c'est un scandale. En plus, le ministère lui-même ment sur leur rémunération, et quand ils sont en REP, ils touchent pas la prime. Donc avec tout ce manque de respect et de considération, forcément qu'on trouve pas de monde, on paye pas. Alors, il y a eu des grèves massives, notamment dans le 44 et le 94, mais elles ont été très peu relayées et très peu comprises, parce que c'est assez technique. Tiens par exemple, la précarité n'est pas que financière. En lui-même, le contrat il est un peu étrange. Alors avant, c'était des CDD renouvelables d'1 an. Là, ils sont de 3 ans. On pourrait se dire que c'est mieux, sauf que... T'es pris au piège par ton contrat en plus, parce que tu peux pas démissionner. Ça, faut en parler, ça. C'est une vraie honte. C'est-à-dire qu'une fois que tu deviens AESH, je rigole parce que c'est tellement énorme. En fait, c'est un vrai piège. Il y a vraiment un vrai piège dans nos contrats. C'est-à-dire que on rentre, on signe pour 3 ans. Donc au départ, quand c'est passé, tout le monde se dit « Ouais, à la fin de l'année, je vais plus avoir peur pour mon contrat. » Sauf que le jour où je veux partir, non, je peux pas. Même en fin de contrat, je ne suis pas en fin de contrat comme n'importe quel CDD en France. Non, si je refuse le renouvellement de contrat, je démissionne en fait. C'est la blague du siècle. Et qu'en plus, je ne peux pas utiliser mes crédits de formation. Et que notre CDI qu'on peut avoir au bout de 6 ans, alors ça c'est pareil, ils nous disent au bout de 6 ans, mais il faut savoir qu'on a été en CUI avant. Donc minimum, on a fait 2 ans de CUI. Pour certaines, 5 ans. Hein. Celles qui ont une reconnaissance de handicap, c'est 5 ans. Et donc, ces filles-là, elles auront fait 11 ans de CDD avant de prétendre à un CDI. Et ce CDI-là, on nous dit le jour de la signature, et ça j'ai plein de témoignages, parce que autour du groupe, j'ai plein de témoignages, on nous dit, par contre, vous êtes en CDI, mais tant qu'il y a du besoin, on est bien d'accord, le jour où il n'y a plus de besoin sur la circo, on sera obligé de se séparer de vous. Mais c'est terrible de dire ça, ça veut dire qu'on a en face des êtres humains qui ont travaillé, qui n'ont rien lâché, à 700 € par mois, pendant des années, pendant 10 ans, pour au final entendre ça. En gros, c'est un pansement sur une jambe de bois. Le ministre est loin d'avoir fait ce qu'il faudrait pour pouvoir se vanter. En plus, on me murmure qu'il serait possible de changer les termes du CDD au dernier moment. Par exemple, en envoyant la personne à l'autre bout du département, du jour au lendemain, et si elle peut pas, parce que pas de voiture ou pas de garde d'enfant, on la vire.
Et c'est le gestionnaire qui demande ça, qui au bout de 6 ans de CDD, décide de titulariser la personne ou pas. Ça va, ça met pas la pression déjà. Hein. Pour les profs contractuels, on a des exemples de personnes éjectées juste avant la limite des 6 ans sans raison valable. Je vois pas pourquoi ça serait différent ici. Hein. C'est bizarre qu'avec ces conditions on recrute pas. Ou qu'on n'attire pas forcément de super candidats. Alors, moi ça m'est jamais arrivé. Mais parfois, les AESH ça va pas quoi. Quand il n'y a pas d'AESH, l'élève te demande un temps et une énergie colossale, au détriment des autres. Qu'il faut pas oublier, parce que malheureusement, des inclusions ratées, ça peut pourrir des classes. Mais là, si en plus c'est compliqué avec l'AESH, au lieu que ça aide, ça te rajoute des problèmes. Du coup, les collègues enseignants ont été très méfiants envers les accompagnants suivants, qui ont été mal reçus, alors que des fois elles étaient tout à fait compétentes et voulaient bien faire. Mais bref, ça rajoute à la difficulté d'un métier qui est déjà délicat. Un autre changement mitigé qui a eu lieu sous Blanquer concerne l'affectation des AESH dans telle ou telle école ou avec tel ou tel élève. Pour la simplifier, la mutualiser, déjà quand il y a ce blabla, ça sent pas bon. Oh, pourquoi ça pue? Ont été montés dans chaque département ce qu'on appelle des PIAL. Alors, il y en a qui sont privés, d'autres publics, on sait pas trop pourquoi, et surtout, il y a des retours qui sont très variables. Dans certains PIAL, on considère les gens comme des humains, et on essaye de garder la même AESH pour le même élève, ou de mettre quelqu'un qui est un peu spécialiste de son handicap. Parce que oui, c'est pas du tout pareil d'aider un élève déficient visuel et un élève avec des troubles du spectre autistique. C'est un métier hyper technique, hein, je m'en suis rendu compte en regardant les vidéos. Mais bref, dans d'autres PIAL, et malheureusement ça a l'air d'être la majorité, on s'en fiche. Les AESH sont juste des pions qu'on répartit de façon la plus ergonomique possible dans des cases, de façon purement comptable et gestionnaire, sans tenir compte du contexte. Alors que s'il y a bien un domaine où il faut en tenir compte, eh ben c'est celui-là. Elles se retrouvent à devoir suivre jusqu'à 10 gamins sur leur service de 24 heures, parfois à des endroits différents, et parfois à des moments où il n'a pas besoin. Mais c'est pas grave, tant qu'on a coché le papier, l'enfant est considéré comme accompagné, donc circuler, il n'y a rien à voir. Tu te retrouves dans des situations où ton accompagnement, tu es là juste parce que tu dois faire ton nombre d'heures auprès de cet élève-là, et il n'y a pas de recherche de « ok, cet élève-là, il doit t'accompagner vraiment de telle heure à telle heure ». Non. On n'en est pas là. Le PIAL aujourd'hui, c'est pas j'accompagne l'élève au moment où il en a le plus besoin, c'est j'accompagne parce qu'il y a une notification que les parents peuvent porter plainte. C'est du saupoudrage, des miettes d'accompagnement. Et sur le terrain, personne n'est content. Ils nous mutualisent, c'est-à-dire qu'ils nous donnent un nombre énorme d'enfants et en fait on n'est pas là, on ne travaille pas sur un point de vue qualitatif. Donc on est là par petites pointes d'heure et alors que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'aide. Olivia Catan, présidente de SOS Autisme. Les ministres ont mutualisé des AESH qui passent leur temps à démissionner. Elles courent. Les enfants ne font aucun progrès, les parents ne sont pas contents, les profs non plus. À un moment, elles craquent. Dans nos permanences, nous avons très souvent la visite de parents qui sont vraiment éplorés parce que, en réalité, ils ne trouvent pas aujourd'hui de réponse significative en termes d'accompagnement pour soutenir leurs enfants à l'école. Ils s'imaginent que leur enfant sera pleinement accompagné. Or, ce n'est pas le cas. Je connais une AESH dans un établissement qui me dit qu'elle fait des pieds et des mains pour se débrouiller avec l'équipe des AESH pour répondre à chaque accompagnement. En réalité, aujourd'hui, il déshabille Pierre pour habiller Paul. Un directeur de PIAL m'a confié son désarroi face au manque d'heures qui le conduit à maltraiter les enseignants, les AESH, les parents d'élèves et en premier lieu, les élèves eux-mêmes. Du coup, on a vu qu'environ 15 000 élèves dont le besoin n'étaient pas accompagnés. Et ben en fait, faut garder à l'esprit que dans les 200 000 élèves qui le sont, beaucoup sont malheureusement mal accompagnés ou pas assez accompagnés. Par exemple, il leur faudrait 12 heures en individuel et on donne que 6 heures, avec l'AESH qui doit gérer un deuxième élève de la classe. C'est pas du tout satisfaisant. Mais ça, il a oublié de vous le dire, mon cher ministre. Et il vous brosse un portrait idyllique de la situation. Ma divergence avec vous, c'est quand vous critiquez ce que l'on appelle les PIAL. C'est une organisation au plus près du terrain qui permet d'affecter les AESH en fonction des besoins et donc d'être au plus près des demandes des familles. Servi auparavant, tandis que maintenant on a une vision beaucoup plus qualitative en fonction du nombre d'AESH affectés dans un PIAL et du nombre d'élèves qui en ont besoin, de faire une répartition plus juste et plus conforme aux besoins. Bien sûr, nous sommes encore capables de donner plus d'AESH que prévu dans un PIAL pour ajuster à des besoins qui s'affirment parfois en cours d'année. C'est cela, oui. Ces cas de non-accompagnement ou de mal-accompagnement, c'est de la souffrance pour tout le monde. L'élève, en premier lieu, sa famille, qui a cru à la promesse du gouvernement, les autres élèves, qui pâtissent de ces situations, et nous, personnel de l'éducation, qui généralement avons plutôt fait ce métier pour aider, apporter, transmettre, et pas maltraiter. D'après cet article, cette inclusion à l'économie contribue à la dégradation du métier et aux démissions en hausse. D'ailleurs, les chiffres de démissions que Blanquer cachait ont fini par sortir. Ah, c'est du joli, hein. Et encore,
80% des ruptures conventionnelles sont refusées. Mais imaginez la dissonance cognitive chez les AESH. Eux, d'un côté, leur job leur demande d'être hyper patient, bienveillant et doux avec les enfants. Mais de l'autre côté, dans ce même job, on les méprise, on les sous-paye, on les empêche de bosser correctement et on fait croire que tout va bien à la télé. Ça fait penser aux soignants qui sont de plus en plus dégoûtés de leur métier, car les conditions de travail dans lesquelles on les place les obligent à maltraiter les patients, alors qu'ils ont fait ce métier pour prendre soin. Et du coup, ils démissionnent en masse de nos hôpitaux. C'est hallucinant qu'on laisse faire ça, vraiment, c'est d'une indécence. Et tant qu'on est sur la santé, les élèves en situation de handicap, mais qui n'ont pas besoin d'AESH, ils ont quand même besoin de soins médicaux. Parfois, c'est pas le fait de mettre un AESH qui va changer la donne pour cet enfant, mais c'est l'ophtalmo, le dentiste, l'orthophoniste. Alors c'est bien mignon, mais notre système de santé a tellement été abîmé qu'à beaucoup d'endroits, on a des déserts médicaux, et les rendez-vous chez l'orthophoniste ou l'ophtalmo, c'est en mois qu'on les compte. Qu'a fait ce gouvernement pour améliorer ça? Une vraie politique d'inclusion, ça aurait essayé d'améliorer aussi cet aspect. Bon sinon, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'encore une fois, ce sont des questions de sous qu'il y a derrière. En effet, beaucoup d'élèves handicapés étaient auparavant scolarisés dans des classes Ulysse, qui sont blindées, ou à la maison, ce qui est interdit depuis peu pour d'obscures raisons. Ou alors dans des structures spécialisées type ITEP ou EME. D'ailleurs, il y en a un à côté de Bretigny à Saint-Germain-les-Arpajons. Sauf que, il y a beaucoup de personnel médical et des enseignants spécialisés dans ces structures, donc ça coûte très cher. Alors que les AESH, au prix où on les paye, c'est pas ça qui creuse la dette. Ça serait 3 à 11 fois moins cher selon les estimations. Et que voit-on là? Qu'il y aurait de moins en moins d'élèves dans ces structures. Est-ce qu'on serait pas en train de fermer des places? Si. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle à votre avis? Non. Car certains enfants ne peuvent pas être inclus dans les classes avec la faiblesse des moyens qu'on y met. Pour que ça se passe bien, il faudrait alors moins d'élèves par classe déjà, parce que oui, je l'ai pas dit dans l'épisode sur le primaire, mais ces élèves s'ajoutent aux autres souvent. Et surtout, en Italie, quand il y a un élève handicapé dans une classe, il y a un adulte spécialisé, en plus en permanence avec lui, qui a eu une vraie formation de plusieurs années. Ils font ça depuis les années 70, c'est que ça doit être faisable. Alors chez eux, ce sont des enseignants. Mais on peut très bien imaginer que chez nous, ce soit des AESH avec un vrai statut qui aient ce rôle. Mais là, comme les listes d'attente pour les établissements spécialisés sont énormes, ça se compte en mois ou en années, eh bien ces élèves-là restent dans des classes avec des AESH précaires, pas formés, enfin de temps en temps, quand le gouvernement arrive à en trouver un. Et étonnamment, ça ne se passe pas très bien. Les AESH le disent eux-mêmes. Je serais pour scolariser tous les enfants. Malheureusement, tous les enfants ne sont pas scolarisables, à mon grand regret. Mais oui, il y a des enfants pour qui un IME, une structure, peut être beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'ils se sentent beaucoup mieux. Il n'y a pas de mise en danger. Il y a un univers qui leur correspond tout à fait. Quand je vois les collègues qui sont en IME, qui me disent que leur budget diminue parce que eux, en fait, de par mon métier à moi, on tire sur leur budget à eux. Donc là, c'était pas l'objectif en créant notre métier, c'était surtout pas l'objectif. J'ai des collègues en IME, ils ont plus les budgets nuit, par exemple. Quoi. Et du coup, les élèves, si vous êtes tout près, c'est bien, si vous êtes plus loin, comment dirais-je, tant pis. Et là, je me mets à la place des collègues qui sont éduques, le tant pis doit être très très dur à dire, je pense. Quoi. Maintenant, voilà, l'élève que j'accompagne devrait être en IME. On est typiquement dans ce cas-là où il n'y a pas de place, c'est en attente de place. Oh elle est belle l'inclusion. Ce gouvernement nous a abreuvé de jolies paroles et se donne bonne conscience pour en fait économiser sur le dos des IME au grand désarroi des familles. Attendez, c'est pas fini. Qu'apprends-je au cours de mes recherches? Et je suis poli, votre nouvelle cochonnerie, la voici. Qu'est-ce donc? Eh bien voilà, dans le métro, je croise un jeune homme qui me dit « Je suis AESH, mais moi ce sont les parents qui me payent directement. » Ah bon? Je fais surpris. Oui, c'est nouveau, mais je suis mieux payé comme ça. Donc, je déduis, les familles qui ont de l'argent vous payent pour un bon accompagnement et pour les autres, exactement, il me dit, c'est pas très juste, mais c'est comme ça. Ce document vient confirmer ce bref échange dans le métro. De quoi s'agit-il? C'est une note pondue par votre ministère et titrée « Intervention de personnels libéraux à l'école pour les élèves en situation de handicap ». Ça veut dire quoi? Comme le service public n'offre aux enfants qu'une inclusion low cost, eh bien c'est le sauve qui peut, et les parents se débrouillent avec leur compte en banque. Oh surprise, je tombe des nues. Un marché privé et libéralisé de l'inclusion se développe pour pallier à l'insuffisance d'un service public qu'on a privé de moyens. Mais attention, pour ça, faut être né riche, évidemment. Vous croyez quoi, bande de pauvres? C'est tellement étonnant de la part de ce gouvernement, je les aurais jamais cru capables d'un truc aussi odieux. Et la petite crevette sur la PLA. Monsieur le ministre s'amuse chaque année à rendre des sous au ministère de Bercy, et cette année c'était 40 millions du budget inclusion. Allez, on va s'arrêter là.
concernant l'inclusion des élèves en situation de handicap. En résumé, pour que ça se passe bien, il aurait fallu des moyens. Mais à la place, M. Blanquer et ses acolytes ont choisi de faire ça au rabais. Les AESH qui accompagnent ces élèves ont toujours des contrats hyper précaires, une paye en dessous du SMIC, une formation largement insuffisante et des conditions de travail souvent calamiteuses. La faute à une gestion ratée dans des piales mal fichues. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ils et elles se sont beaucoup mobilisés pour que cette catastrophe s'arrête et pouvoir tout simplement faire leur métier correctement. C'est logique. En attendant, à cause de ça, sur le terrain on manque d'AESH, donc les élèves souffrent, les collègues galèrent et les familles sont dépitées. Alors rassurez-vous, ça n'empêche pas les responsables de ce désastre, M. Blanquer en tête, de nier la réalité et de se vanter de leur action. Jamais autant n'a été fait sur ce sujet que depuis 2017. Le tout en fermant les structures spécialisées, dans un pur but d'économie gestionnaire, bien loin des belles intentions humanistes qui étaient annoncées. Ah, il se paye bien notre tronche, hein. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment!